Maintenant que je suis enregistré, nous pouvons commencer. Bonjour à tous, bienvenue à Fresnes ou en visioconférence pour ces journées techniques du Sémafroid. C'est un plaisir de vous accueillir nombreux, même si nous sommes épars sur différents sites pour ces deux journées. Nous aurons trois parties dans ces deux journées. Ce matin des ateliers, cet après-midi des conférences, demain matin des ateliers et tout au long des deux journées des expositions de matériel et des moments d'échange, que ce soit à distance ou que ce soit sur le site de Fresnes ici. Tu peux m'afficher la présentation ? Ces journées devaient se tenir l'année dernière. Nous avons fait l'année dernière une version électronique à distance pour la première fois et ce fut un succès. Nous avons continué tout au long de l'année par une série de séminaires en ligne tous les mois qui ont aussi été un succès avec le plaisir de découvrir que nous avons touché sur le même séminaire des participants originaires jusqu'à 18 pays pour le même séminaire, des participations en ligne qui ont dépassé 200 personnes sur un séminaire et nous ne nous y attirons pas. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à la fois comme intervenants, mais aussi qui ont participé comme auditeurs à ces séminaires. Et donc, nous avions décidé de reporter ces journées techniques en présence cette année à Fresnes pour fêter en partie les 20 ans du Sémafroid, les 10 ans de Technéa et globalement les 70 ans de nos activités. Ce sera le cas donc cette année en présentiel, mais aussi à distance, du fait des règles sanitaires à respecter. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir faire ces journées techniques en mixte avec, qui plus est, pour la première fois depuis longtemps, des expositions de matériel. Donc, comme je le disais en introduction, nous allons commencer ce matin avec des ateliers en parallèle après cette introduction. Donc, à partir de 9 h, dans cette salle ici, pour la première partie des ateliers qui seront donc sur le transport ATP avec un point sur les nouveautés au niveau international, national, et au niveau des différentes évolutions. Et dans une deuxième partie, après une pause café dans la cour avec les expositions, des ateliers sur les nouvelles plateformes digitales du Sémafroid et les opérations qui sont réalisables avec ces plateformes. Dans la deuxième partie, dans la deuxième aile du bâtiment, la deuxième série d'ateliers, avec, pour commencer, un sujet particulièrement d'actualité depuis 6 mois, qui est la qualification des matériels de la chaîne du froid, des produits de santé, et en particulier des vaccins de la Covid, qui occupe nombre d'entre vous, et à commencer par l'ensemble des équipes du Sémafroid depuis décembre. Et puis, en deuxième partie, après la pause, la partie évolution des meubles frigorifiques de vente sur la deuxième salle. Donc, 4 sujets ce matin, 4 ateliers d'échange, que vous soyez à distance, que vous soyez ici sur le site. Ces ateliers seront enregistrés, seront disponibles aussi en différé sur notre chaîne, comme l'ensemble des séminaires que nous avons tenus depuis une année. Cet après-midi, nous ferons dans cette salle une série de conférences avec une première conférence de 14 h à 15 h sur l'énergie et la durabilité dans le froid et les perspectives en la matière, et en particulier sur les certificats d'économie d'énergie et leur avenir dans la 5e période. Nous enchaînerons avec une deuxième conférence sur le froid à l'international, le Sémafroid à l'international et les défis du froid dans le monde, qui
nous mènera à une pause d'échange et puis nous enchaînerons une deuxième partie avec la chaîne du froid des vaccins, toujours sur ce sujet d'actualité depuis 6 mois et l'intervention des acteurs de cette chaîne du froid, à commencer par le ministère de la Santé et la Task Force Vaccin en France, et puis l'avenir du froid et du sémafroid avec nos partenaires historiques, nos actionnaires et une prospective sur nos activités dans le futur. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Et puis demain, nous aurons à nouveau des ateliers dans les 2 salles, ici et puis dans la deuxième salle. Dans cette salle, nous commencerons par les solutions pour le transport frigorifique de demain et de la prospective sur l'innovation dans le transport frigorifique avec 2 sessions parce que le sujet est riche et nous avons eu beaucoup de propositions intéressantes de communication. Et donc, nous aurons deux parties consacrées au transport frigorifique de demain, tout type d'applications confondues. Et puis, nous aurons un 3e atelier dans cette salle sur les fluides frigorigènes et donc quoi de neuf dans le sujet des fluides frigorigènes. Pour la deuxième série d'ateliers, nous commencerons par la sécurité des machines frigorifiques avec les équipements sous pression, les installations classées, les sujets d'actualité avec les nouveaux fluides, les certificats d'économie d'énergie ensuite dans un deuxième atelier et pour terminer, un cas particulier de certificat d'économie d'énergie, le programme Éclair que nous pilotons depuis 2019 et dont nous sommes dans la dernière ligne droite avec la plupart d'entre vous et de nombreux partenaires qui y sont impliqués. Donc voilà pour le programme de ces 2 journées. Nous avons plus de 70 intervenants au cours de ces 2 jours et je tiens à remercier tous ceux qui ont passé du temps à préparer ces interventions, qui vont passer du temps à les réaliser. Entreprises, clients, partenaires, services de l'État, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Je remercie d'avance ceux qui vont se lever tôt ou se coucher tard pour participer à nos travaux, puisque nous aurons des gens qui interviendront depuis le Vietnam jusqu'aux États-Unis dans ces 2 journées de conférence. Et ça, c'est aussi une des nouveautés avec la possibilité d'intervenir à distance. Nous aurons 10 ateliers techniques, 4 conférences plénières et nous avons plus d'une vingtaine d'exposants que je tiens à remercier. Vous avez ici les marques qui exposent depuis les pochettes ou les emballages qui servent à la distribution des vaccins, des véhicules de transport de toute taille, des meubles frigorifiques, des conteneurs. Et vous retrouvez là, donc je tiens à remercier ceux qui ont exposé, les carrossiers, Lamberey, Chéreau, le capitaine, Trimat, Obino, qui sont présents, les fabricants de groupes, Carrier, Coldway, qui sont là, Dométic, qui sont là avec des groupes, les fabricants de meubles, Excal, les loueurs, Petit Forestier, Fréquin qui sont présents sur l'exposition, les constructeurs de châssis, Renault Véhicules, Renault Trucks, Peugeot, Citroën et Iveco, et puis Cluster pour les ligiers qui sont présents à l'exposition, les transporteurs avec Kessler qui est un des transporteurs de produits de santé et de vaccins avec sa marque Alzalog Pharma pour ces journées, fabricants d'accessoires comme Dolandia pour les haillons et Olivo pour les petits conteneurs. Je crois que j'ai à peu près balayé tout le monde, sauf Rigam pour les emballages et les pochettes de dispensation pour les vaccins et les produits de santé. Merci à tous les exposants d'être présents. C'est censé passer à la diapo suivante. Vous avez, pour ceux qui sont à distance, une petite vue de l'exposition. Tout n'est pas là et vous n'avez pas tous les détails. Pour ceux qui sont sur le site, je vous invite à profiter de ces matériels. Pour les autres, nous ferons une petite vidéo de chaque matériel et de chaque exposant et nous les mettrons en ligne comme les vidéos des ateliers. Je tiens à remercier, avant
de commencer et de lancer les ateliers. Tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées, en particulier le personnel du Sémafroid, à commencer par le directoire, Laurent et Camille qui sont avec moi et qui ont construit ces journées, et puis l'équipe technique qui est derrière, Vincent, que vous avez tous eu en contact pour ceux qui sont intervenants, Pierre, qui vont nous accompagner pendant ces journées. N'hésitez pas à vous retourner vers eux, que vous soyez sur le site ou à distance. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Donc, si vous êtes à distance, vous nous appelez s'il y a un problème. Si vous êtes sur site, eh bien, vous pouvez contacter les gens qui sont présents. Maintenant, je vous invite à passer aux ateliers, au contenu de ces journées. Vous avez donc dans cette salle le transport ATP avec le lien que vous avez dû recevoir, qui est le lien numéro 1. Et pour la qualification des produits de santé, c'est de l'autre côté avec le lien numéro 2 que vous avez aussi dû recevoir. Et donc, je vous remercie. Pour ceux qui veulent prendre un café avant d'aller dans l'atelier, eh bien, il vous reste 2 minutes et demie. Merci à tous et bonne journée technique du Sémafroid 2021. On va se relayer ici. On se relaye sur les ici. La visio, c'est la visio, c'est là. Ah, ok, d'accord. J'ai celle que j'ai coordonnée pour l'international. J'ai celle digitalisation, c'est Nevin. Oui, c'est vrai. Comment ça va?
On commence. Ouais, on va commencer, puis Thomas il va arriver de toute façon. Là, tout à l'heure, c'est ça, il est. C'est 9h, 9h02. Ah, 9h02. On est en direct là? Je ne sais pas. Pierre, en direct? D'accord, très bien. Non, il y a Parfait. Avant les flèches droite et gauche, là. Je commence. Bien. Écoutez, il est 9h, un petit peu passé, 3 minutes, donc on va commencer. On commence notre atelier sur le transport ATP et le point sur les nouveautés. Alors, je vais me présenter quand même, je suis Olivier Vallée, le directeur du pôle certification chez Sémafroid. Et le thème d'aujourd'hui, c'est accompagner les évolutions techniques et réglementaires et simplifier la méthode de certification des engins ATP. Un point sur le programme. Donc, modestement, je vais essayer de rappeler 70 ans d'histoire de Sémafroid, alors que moi, je n'en suis qu'un relais. Ensuite, je passerai la parole à Thomas Suquet du Sémafroid pour parler du dimensionnement des engins multitempératures. Ça va être courage du crâne. Ensuite, eh bien, on fera intervenir Andrea Jumel, qui est parmi nous, et je le remercie d'être ici pour témoigner de l'utilisation de cet outil. Guy Thomas nous fait le plaisir de revenir dans le mur pour nous parler de la commission technique spécialisée de transport. On aura également l'intervention de Lionel Porcheresse pour Transfrigoroute International. Thomas reprendra la parole pour nous parler de la CERT et des orientations. Enfin, on aura l'intervention à distance de Kees de Putter du WP11, qui est président du WP11. Et enfin, Mathieu Mourer, qui nous fait le plaisir aussi d'intervenir sur le contrôle des engins de transport des denrées périssables. Alors, 3 chiffres, 70 ans d'essai, 20 ans de Sémafroid, 10 ans de Technéa. 70 ans d'essai parce que le premier laboratoire, donc la création du laboratoire d'Antony par André Gac, date de 1950. S'en est suivi le tunnel de Bordeaux à Cestas en 67, et puis le transfert, le déménagement du laboratoire ici dans nos locaux de Fresnes en 2011. 10 ans déjà. 20 ans de Sémafroid avec la création du GIE Sémafroid en 2000. Je rappelle que depuis 2008, aussi le Sémafroid a la délégation de service public pour la certification la délivrance des attestations de conformité technique à l'ATP. Et puis 10 ans de Technéa, puisque le groupe date de 2010 et qu'il a continué à se développer par la création de Technéa Italia et puis plus récemment l'implantation à La Réunion. Et Camille ne me dit rien, mais on doit aussi parler évidemment de la filiale au Canada. La délégation de service public, donc pour délivrer les attestations de conformité technique à l'ATP, c'est un travail, d'abord une délégation, donc en continu, on assure la continuité de service. C'est le travail de toute une équipe, avec une équipe d'auditeurs d'abord, puisqu'il y a 250 audits ATP qui sont réalisés par an, en moyenne. Une équipe qui délivre les attestations de capacité, les attestations de conformité, avec 35 000 attestations délivrées par an et au total 120 000 engins aujourd'hui à peu près qui ont une attestation valide sur le territoire national.
Notre mission, c'est accompagner évidemment la profession. Quand je dis accompagner, c'est travailler avec la profession pour pouvoir prendre en compte les évolutions technologiques et les amener à la réglementation à évoluer pour prendre en compte ces évolutions technologiques. C'est également accompagner la mise en œuvre de nouvelles dispositions réglementaires et ainsi faciliter leur application. Et puis, c'est aussi suivre parce qu'on est mandaté par la DGAL, par exemple, pour réaliser des contrôles chez les uns et chez les autres, de façon à éviter qu'il n'y ait pas de distorsion entre les constructeurs et les évaluateurs. Ah, il manque le petit point du milieu, pardon. Évidemment, donc, Sémafroid ne peut pas faire ça tout seul. Il est en lien avec la Direction générale de l'alimentation, qui lui donne la délégation de service public, mais également, toutes les 6 semaines, organise la commission technique spécialisée de transport, dont Guy parlera tout à l'heure, qui regroupe des collèges des différents types de professions, donc les centres de test, les loueurs, les fabricants, donc les carrossiers et les fabricants de petits conteneurs. Et cette commission-là va donner un avis pour ensuite préparer des dossiers qu'on soumettra à la CERT, Thomas en parlera tout à l'heure, et également des propositions d'amendement au WP11, puisque chaque année, on se réunit à l'ONU pour pouvoir faire évoluer la réglementation, en tout cas l'accord international sur le transport des denrées périssables. Alors, je vous propose de commencer par un cas concret de simplification, ou en tout cas d'accompagnement d'une évolution de la réglementation, puisqu'il s'agit de l'outil de dimensionnement des engins multitempérature. Thomas, tu veux bien prendre la parole? Olivier. Je vais enlever le masque si ça ne vous dérange pas. Non, c'est bien. On va respecter les règles de distanciation sociale. Merci à tous. Je vais parler du dimensionnement des engins multitempérature tel que prescrit par l'ATP. Alors, je suis Thomas Suguet, expert technique au sein du Sémafroid. Je traite de sujets techniques, notamment des questions qui portent justement à le dimensionnement des engins multitempérature. Alors, pourquoi on nous a soumis cette question? Tout simplement parce que depuis 2013, dans l'ATP, il y a une méthodologie qui vise à dimensionner les engins multitempérature. Or, on a commencé à mettre en place réellement ce dimensionnement à partir de mi-2020. Et pendant cet intervalle de temps, les autorités compétentes ont utilisé une ancienne méthode qui est dite de 1998, qui est beaucoup plus simple à utiliser. Néanmoins, la nouvelle méthode rentre vraiment dans le giron des autorités compétentes. Et maintenant, il est nécessaire de savoir dimensionner un engin multitempérature selon les prescriptions de l'ATP. Donc, c'est un outil plutôt qui a été mis en place par le Sémafroid à partir de 2014 sur la base d'un essai d'un démonstrateur. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que cet outil allait être utilisé pour dimensionner les engins au niveau des constructeurs. Et donc, on a mis en place un suivi de cet outil, une amélioration avec les retours. On en parlera un peu plus tard. Alors, les besoins sont assez simples, c'est des besoins qui ont été synthétisés. On a forcément besoin d'avoir une représentation graphique de l'engin dont on parle, avec les évaporateurs, la position des évaporateurs, la position des cloisons, mais pas que. Il faut aussi montrer où se trouvent réellement les évaporateurs. Est-ce qu'on parle de cloisons mobiles ou fixes? Donc, il y a un petit schéma qui s'affiche en fonction des sélections qui sont faites. On doit être capable de déterminer les départitions thermiques au sein de l'engin d'une façon générale et particulière à 3 niveaux de température différents, moins 20, 0 et plus 20 degrés. La petite difficulté de cet outil, c'est de pouvoir rendre le calcul de ces départitions thermiques de façon systématique, quelles que soient les positions des parois. Donc, avoir tous les cas de figure qui sont rendus possibles par l'agencement de l'engin considéré. Et enfin, dernier point, mais important, c'est que l'outil doit pouvoir permettre aux constructeurs français de dimensionner
on va dire, la quasi-intégralité de leur parc. Alors, comment l'outil se présente-t-il? Je vais aller de façon très rapide sur ce point-là. Il y a deux options, l'option A et l'option B. L'option A est utilisée pour une approche de la puissance nécessaire pour dimensionner l'engin. L'option B est, à mon sens, beaucoup plus utile, puisque c'est l'option B qui est utilisée aussi par l'autorité compétente française à ce jour pour pouvoir vérifier la conformité de l'engin à l'ATP. Oui, il y a plein d'eux. Quand on clique sur l'option B, on arrive sur un choix de configuration parmi les plus représentatives. Quelles sont-elles? Elles sont au nombre de 18 à ce jour. Ça va du 2 compartiments aux 6 compartiments. Les 4, 5 et 6 compartiments sont d'ordre plus anecdotique, mais ont été développés pour pouvoir faire des intercomparaisons avec d'autres outils qui existent et qui sont utilisés par des autorités compétentes non françaises. En poursuivant l'utilisation de l'option B, on arrive sur la description de l'engin. Quand on parle de description, c'est agencement des cloisons, coefficient K des cloisons, coefficient K de la caisse, mais bien évidemment aussi la caractérisation de la source de froid en termes de puissance et aussi en termes de dénomination. Alors, ici, on a un engin qui a 2 compartiments avec 2 évaporateurs, avec une cloison fixe. Ici, on voit qu'on a un engin 2 compartiments avec un seul évaporateur et une cloison mobile. Par le schéma, on se rend compte facilement de la différence qui existe entre ces deux engins. Bien évidemment, le dimensionnement n'est pas tout à fait identique, même si le moteur reste identique. C'est la force de l'outil. Enfin, l'export PDF, c'est le compte-rendu du calcul effectué par l'outil, qui se présente en 2 grosses sections. La première section, c'est la description de l'engin tel que ça a été rentré par l'opérateur, qui est présenté ici. Et la seconde porte sur le résultat de la simulation avec la conformité ou pas à l'ATP. Et enfin, à la suite de cette seconde section, il y a le descriptif de ce qui a été vérifié avec des points les plus marquants. Si on revient sur l'option A ne propose qu'un seul écran qui aide au choix préliminaire d'évaporateur, mais ce n'est pas suffisant pour garantir la conformité à l'ATP. Pour garantir la conformité à l'ATP, il faut passer obligatoirement par l'option B. Et enfin, quand on parle d'outils, on parle forcément d'évolution, puisqu'il y a des retours utilisateurs. Ces retours utilisateurs ont été intégrés, et ici, c'est une liste exhaustive de ce qui a été fait à partir du moment où on l'a mis entre les mains des utilisateurs tiers, des collaborateurs du Sénafroid. Et on essaye de rentrer dedans, de dresser finalement la fiche de vie des évolutions apportées à l'outil. Voilà. Si vous avez des questions, on fait des questions. Si on n'a pas de questions, on peut passer à la session précédente. Merci Thomas. Oui, je ne vois pas de questions, donc c'est que c'était très clair. Merci Thomas. Andrea, vous voulez nous rejoindre? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le Sénafroid de m'avoir proposé de témoigner sur l'utilisation de l'outil de dimensionnement des engins multitempérature. Donc, je suis Andrea Jumel, ingénieur homologation dans l'entreprise Le Capitaine. Donc, une phrase pour résumer mon intervention, ce serait qu'aujourd'hui, notre métier est d'assurer les conditions optimales de transport de denrées sous température dirigée. Donc, pour ce faire, la création de l'outil de dimensionnement du Sémafroid a permis de sécuriser et de fiabiliser le choix du groupe. Donc, je vous propose tout d'abord de discuter de l'utilisation du logiciel et ensuite des résultats de la simulation. Donc, nous, on utilise l'option B de l'outil. Donc, c'est un outil simple d'utilisation, ergonomique et rapide. Aujourd'hui, on a fait une formation en interne donc, avec notre pôle faisabilité qui l'utilise quotidiennement. Et donc, il est totalement intégré à ce service. Le but étant de valider la préétude avant la validation de la commande. Donc, vous pouvez voir ici un schéma. Donc, si on a une demande commerciale, bien sûr, on va tout d'abord vérifier la conformité de la caisse par rapport à un PV, pareillement pour le groupe. Et ensuite, on aura conformité due aux caisses groupe selon plusieurs points. Donc, tout d'abord, la demande client,
les produits transportés, donc si c'est du froid positif, négatif, et ensuite intervient l'outil de dimensionnement. Pour les multitempératures, pour les monotempératures, on utilise forcément la formule qu'on connaît tous, KSM delta T 1,75. On valide donc la commande grâce à cet outil. On fabrique l'engin et ensuite on fait la demande d'ATP. Bien sûr, on vérifie qu'à toutes ces étapes, on soit habilité par le sémaphore. On notera de nombreuses configurations qui sont présentes dans l'outil. Donc, un point positif, on avait une configuration 3 compartiments qui n'était pas présente. Donc, on a contacté le sémaphore qui a été très réactif sur le sujet. Et donc, avec une version suivante, ils l'ont adapté, l'outil. On notera aussi que les remarques qui ont été remontées lors de la Fédération française, lors des réunions de la Fédération française de carrosserie, ont été prises en compte. Pour exemple, l'intégration donc de la désignation des groupes, des évaporateurs, mais aussi est-ce que le groupe est autonome ou non, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc, une fois qu'on a rentré toutes ces données dans l'outil de dimensionnement, on va générer un résultat, un PDF. Et donc, ce qui va nous permettre vraiment de sécuriser la conformité de l'engin multitempérature. Et donc, le but étant de garantir la chaîne du froid durant le transport. Donc, toutefois, il faut noter que certaines configurations limites, entre guillemets, ne sont plus réalisables. Donc, c'est bien sûr normal. Donc, ce qu'il faut, c'est faire preuve de pédagogie vis-à-vis du client, vis-à-vis des commerciaux qui vont discuter avec le client, en leur expliquant que c'est pour de bonnes raisons que leur véhicule, il y a peut-être 2 ans qu'ils pouvaient faire, ne peuvent plus le faire aujourd'hui. L'outil de dimensionnement donc, répond bien sûr aux exigences réglementaires grâce à la méthode de calcul itératif. Et on a maintenant la position des évaporateurs sur les schémas. Donc, un point fort. Pour terminer, donc, lorsqu'on a la feuille de résultat, on a soit c'est conforme, c'est en vert, soit c'est non conforme, c'est en rouge. Donc, c'est vraiment un résultat visuel, explicite pour tous. Et après, si on a besoin de plus de détails, on ira au sous-chapitre concerné. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ma partie. Merci à vous. Merci Andrea. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'attends quelques secondes encore pour voir s'il y a quelques questions. Ça semblait encore très clair. On va rappeler que cet outil est mis à disposition de tous les constructeurs habilités qui en font la demande. Que les évolutions sont gérées par l'équipe sémaphore. Bon, a priori, c'était clair. Mais du coup, je vais faire appel maintenant à Guy pour nous parler de la commission technique spécialisée transport. C'est la personne qui a probablement le plus grand historique sur le sujet chez sémaphore. Et c'est toujours un plaisir de le voir parmi nous. Je vous laisse la parole. Merci Olivier pour ces propos. Dire qu'on est le plus ancien, ce n'est pas toujours un avantage, mais bon, c'est ainsi. C'est ce que l'on dit pour un peu de... Merci beaucoup et donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Guy Thomas et donc j'ai œuvré au cours de ma carrière chez Dewar, sur des loueurs classiques ou des loueurs frigorifiques. Et puis j'ai passé quelques années comme expert au sémaphore. Et maintenant donc je suis à la retraite. Je vais donc vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'est l'origine de la CTS. Et là, vous voyez à l'écran la composition de la première CTS en 2002. Alors, je vois Rémi qui opine du chef, parce qu'il en était. J'étais vraiment à l'origine. Cette commission était présidée par Bernard Commer, qui était assisté de Jean-Michel Bonal, et on y retrouvait les professionnels du transport, aussi bien les carrossiers constructeurs que les constructeurs de dispositifs thermiques. Également des utilisateurs, donc Rémi pour les loueurs, et puis d'autres transporteurs, et on voit ici Rémi Gauthier.
Il y avait également des auditeurs de sémaphore. Et on retrouve Patrick Duriez, qui était l'un des auditeurs, l'un des premiers auditeurs, qui a été suivi ensuite de gens qui s'appelaient Tréfémus, Second, etc. Et puis, on retrouve bien sûr la DGL, l'administration de la DGL et la DDSV. Et donc, on retrouve Jean-Paul Autier et Didier Nalet, par exemple. Alors, la première réunion, elle a donc eu lieu le 4 juillet 2002. Et la création de cette CTS s'inscrivait dans ce que la DGL a appelé la nouvelle approche. Alors, cette nouvelle approche a été soutenue par 4 facteurs. Le premier, c'était qu'on avait une évolution des gaz qui servent à expanser les mousses, donc à confectionner les carrosseries. Et ces nouveaux gaz amenaient à un coefficient K, coefficient de transmission thermique, qui était proche de 0,4. Donc, vous savez qu'à partir de 0,4, c'est la séparation avec la classe C. Donc, on s'en approchait dangereusement. Et la deuxième raison, c'était que pour renouveler à 6 ans et à 9 ans, à l'époque, on multipliait le coefficient d'origine par 1,3 à 6 ans et 1,6 à 9 ans. Et donc, si on se rapprochait des 0,4 déjà avec les coefficients initiaux, alors à 6 ans et à 9 ans, on devrait déclasser les véhicules. Troisième facteur, c'était la DGL demander aux professionnels de montrer qu'ils maîtrisaient parfaitement l'entretien de leur matériel, déjà la fabrication, puis ensuite l'entretien et la maintenance du matériel. Et donc, c'était aux professionnels de montrer leur maîtrise. Quatrième facteur, jusqu'à présent, c'est les services vétérinaires qui délivraient les attestations. Et souvent, tout ça a été fait de manière manuelle. Et donc, on était passé maintenant à l'informatique, donc il fallait utiliser les nouveaux moyens pour délivrer ces attestations. Alors, il y avait un corollaire quand même à cette nouvelle approche, et je vais dire pour ne pas dénaturer ce qui figurait dans une note de 2003, ce qui était écrit, c'était enfin, il est apparu nécessaire dans ce secteur d'activité de recentrer les contrôles des services vétérinaires sur le transport des denrées en lieu et place du contrôle des engins et des transports eux-mêmes. Ça veut dire quoi en fait, ça veut dire que les techniciens qui étaient retirés des opérations administratives allaient se retrouver sur la route pour faire les contrôles des véhicules en service. Alors, Mathieu Bouvert, tout à l'heure, nous parlera de ces contrôles. Bonjour Mathieu. Et je considère, mais ça c'est tout à fait personnel, que l'engagement n'a pas tout à fait été tenu et que le nombre de contrôles, à mon avis, n'est pas encore suffisant. Alors, à l'écran, vous voyez 2, voire 3 images. À l'époque, donc, c'était la fin du siècle dernier, le transport des denrées périssables était sous-tendu par 2 textes d'ATP, donc l'accord sur le transport par international des denrées périssables et les engins de transport qui étaient affectés. Et le deuxième, c'est l'arrêté de 1998 qui justement précisait ces conditions et précisait qu'en France, on devait respecter l'ATP. Alors, la mise en place de la DGAL, elle a fait là aussi l'objet d'une note, de la commission technique a fait l'objet d'une note par la DGAL. Et je vais là aussi dire, pour ne pas dénaturer, afin d'assurer la transparence des actions menées par le GIE sémaphore dans le cadre de ses expertises, celui-ci met en place une commission technique consultative qu'il préside et qui lui permet de recueillir l'avis des représentants des professionnels et de l'administration, DGAL et des DSI. Donc, à l'époque, tout était à construire. C'est ça qui était passionnant, en fait. On partait d'une feuille blanche. Il fallait, lui le confirmera, il fallait créer des procédures, des modes opératoires. Il fallait intégrer des engins importés. Il fallait intégrer des petits conteneurs. Il fallait intégrer des systèmes, etc. Et puis, développer une base informatique, donc la base DataTrig, que vous connaissez aujourd'hui et qui est encore aujourd'hui utilisée, même s'il y a eu des évolutions. Donc, c'est ça qui était passionnant à l'époque. Et je pense que c'est ce qui a motivé ce qu'on peut appeler les pionniers, et puis ce qui motive aujourd'hui encore les membres de la commission technique. Là, vous voyez maintenant à l'écran l'ordre du jour de cette première réunion du 4 juillet. Alors, on voit qu'il est relativement peu fourni, puisqu'on y voit, on présente le fonctionnement, ensuite on établit un calendrier des réunions, ensuite on parle de l'habilitation des centres de test et enfin des audits des demandeurs d'attestation et des carrossiers constructeurs, par exemple. Alors, on verra qu'au fil du temps, tout ça s'est étoffé, puisque
Maintenant, vous voyez l'ordre du jour de la CTS du 18 septembre 2020. Alors là, il n'y a pas seulement 4 sujets, mais vous voyez que les sujets sont nombreux. Tout à l'heure, Olivier a un peu parlé des missions de la commission technique. On y examine les notes qui sont émises par le CEMAFRON. On y met un avis sur ces notes. On y parle également des propositions d'amendements qui sont déposées au WP11 chaque année, aussi bien au WP11 qu'à la CERC, dont tout à l'heure Thomas parlera. Bref, on balaye un spectre relativement important autour du transport des denrées périssables et c'est ce qui aujourd'hui en fait l'intérêt. Alors, on peut mesurer également l'évolution du travail de la CTS à travers les indicateurs qui sont fournis. Ici, ce sont les premiers indicateurs qui sont apparus en octobre 2005. Alors, vous voyez qu'ils sont peu nombreux, il y a 4 camemberts qui traitent quasiment tous uniquement des audits, comme l'audit réalisé, etc. Donc, c'était les premiers, donc c'est déjà un progrès sensible, mais si je vous montre maintenant un extrait des indicateurs qui aujourd'hui sont disponibles, alors ça c'est une page parmi une vingtaine de pages d'indicateurs, donc on a là, on peut voir à travers ces indicateurs ce qu'est le parc, combien de véhicules, dans quelle catégorie, aussi bien en polymoteurs qu'en tracteurs semi, etc. Combien d'audits sont réalisés, combien d'engins combien d'attestations sont demandées pour les engins neufs ou pour les engins en renouvellement, etc., etc. Donc 20 pages aujourd'hui, donc on voit la différence par rapport aux 4 camemberts de 2005. Alors, ce que je voudrais apporter maintenant, pour finir, un témoignage de pratiquement 20 ans de présence à la CTS. Et là, j'étais du côté de la barrière. Donc, c'est ça qui était intéressant, c'est de voir comment on pouvait y assister y participer en tant que membre, et puis ensuite préparer les réunions de CTS. Alors, je crois que les maîtres mots qui sous-tendent l'action de la CTS, ils sont là. Hein. C'est le professionnalisme de chacun des membres. C'est le pluralisme. On a vu que tous les secteurs étaient représentés. Au départ, la commission devait avoir 7 ou 8 titulaires. Maintenant, il y en a 11, puisqu'on rejoint les centres de test avec un représentant des centres de test, les fabricants de petits conteneurs également, avec deux représentants, un titulaire et un suppléant des fabricants de petits conteneurs. L'indépendance, la confidentialité. Chaque année, les membres de la CTS signent un engagement de confidentialité. L'intégrité, bien sûr, et l'impartialité de chacun des membres. Et donc, tout ça dans une démarche constructive et collaborative, puisque les professionnels travaillent avec l'administration, avec le CEMAFRON pour bâtir un outil, pour bâtir une réglementation qui satisfasse à la fois les exigences de l'ATP et également les contraintes des professionnels. Alors, tout ça, ce n'est pas fait sans douleur. J'ai repris une question qui avait été posée en 2003 par un des membres de la CTS. Et ce monsieur s'inquiétait sur l'impartialité des centres de test qui appartiennent à certains types d'entreprises. Ah oui, je me souviens. Et là, je crois qu'on était direct. À l'époque, j'étais chez Petit Forestier. Et Fréquin et Petit Forestier étaient directement mis en cause sur le fait qu'ils étaient éventuellement jugés partis. Et en fait, ce qu'on a démontré, c'était qu'au contraire, c'était non pas une faiblesse, mais une force. Et puis, je voulais vous livrer aussi une perle, que j'ai relevée. Il s'agit de groupes polymoteurs. Et donc, un membre de la commission évoquait le problème de certaines poulies d'embrayage dont le rapport est très faible et qui ne permettait pas d'obtenir un régime compresseur au ralenti suffisant pour fournir la puissance requise. Alors, quand on utilise ces véhicules de embouteillage, on se demande comment ça peut. On peut imaginer de maintenir la chaîne du froid. Et puis, pour finir sur une note plus positive, on a parlé de DataFrig. À l'époque, un membre, là encore en 2004, souhaitait des améliorations et signalait que dans son entreprise, il rencontrait beaucoup de difficultés et il estimait que les temps nécessaires pour remplir un dossier étaient entre 25 et 30 minutes. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a bien changé. On peut même importer aujourd'hui des fichiers directement, etc. Ce que je voulais dire aussi, que j'ai oublié, c'est que les statistiques que je vous ai montrées, elles sont réalisées par l'équipe d'Arras du CEMAFRON. Et je trouve qu'il faut un bon boulot pour alimenter en termes de statistiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une question de... Ah, c'est peut-être une question. Monsieur le Président, vous voulez venir? Non, ce que je voudrais insister sur un point, c'est que
sur les engins neufs, les bases existaient. Il y avait à rationaliser toute une organisation avec les. Par contre, le challenge qui se présentait au CEMAFRA, c'était l'organisation des centres techniques. Il fallait mettre en place les centres techniques, valider les procédures, et ça a été le véritable challenge. Et alors, on a un peu bougé, hein, parce qu'on démarrait, on a regardé ce qui se faisait dans le secteur automobile, on s'est adapté aux caractéristiques des entreprises, et c'est là, à mon sens, qu'est le principal point, parce qu'il ne suffit pas de faire des engins très beaux et qui sont performants et qui répondent à toutes les normes. Il faut savoir si les engins qui roulent au bout de X années sont encore dans de bonnes conditions de fonctionnement. C'est ça, pour moi, c'est au moins aussi important que d'avoir des engins neufs performants et qualifiés. Donc ça me semble être un élément essentiel de l'action générale de tous, hein. C'est ma foi comme des constructeurs, et qui a permis, je pense, d'assainir, j'emploie à terme ce mot, d'assainir le parc des engins frigorifiques. Ce que je veux juste ajouter, si vous le permettez, c'est qu'à l'époque, donc je l'ai dit, on prenait le coefficient initial, on multipliait par un 3 ou un 6, quelle que soit l'utilisation du matériel, quel que soit son vieillissement, quelles que soient les réparations qui avaient été effectuées. Et donc, aujourd'hui, on mesure effectivement, à travers les centres de test, l'état exact du matériel tel qu'il est à 6 ans et à 9 ans. Mais ça, effectivement, c'est fort important. Et il y avait un point qui était important également, c'était de ne pas faire une usine à gaz. Parce qu'il fallait que ça soit supporté par des professionnels. Jusqu'à présent, on ne payait rien. Parce qu'en fait, la visite, il ne payait rien nulle part. Il ne payait rien. Je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas voulu paraître très mercantile. Et tout d'un coup, il fallait faire quelque chose un peu plus contraignant. Et on s'était attaché à le faire de telle sorte que le côté économique soit malgré tout préservé. Alors, si on parle du côté économique, donc à l'époque, j'étais chez Petit Forestier quand la démarche a été initiée. J'avais calculé que pour réaliser les tests, il fallait construire 60 véhicules neufs uniquement pour servir de relais pour suppléer aux véhicules qui seraient mobilisés pour les tests. Donc 60 véhicules, ce n'est quand même pas une mince affaire. Et c'était effectivement un des points d'achoppement en fait, entre les professionnels et l'administration, c'est de dire jusqu'à présent, tout ça a été gratuit. Maintenant, c'est payant. Qui est-ce qui va payer, etc. D'où l'engagement de la DGL, de mettre sur le terrain les contrôleurs. Bon, moi, je pense que tout le monde est unanime pour dire aujourd'hui que le parc français est propre et que le parc s'est bien amélioré par rapport à ce qui était il y a une dizaine d'années. D'autres questions? Merci. Merci Guy. Merci beaucoup. Merci Guy. Vous parliez d'impartialité, je veux juste saluer toutes les équipes parce que vous savez comme nous, puisque vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, que l'impartialité, c'est un combat de tous les jours, hein, de faire attention à toujours traiter de la même façon tous les sujets. Lionel, je vais vous laisser la parole. Pardon. Bonjour à tous et merci au CEMAFRA pour l'invitation. Je m'appelle Lionel Pourcherès, je travaille pour Carrier Transicold, fabricant de groupes frigorifiques. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est au nom de Transfrigoroute International, puisque je suis également le président de la commission technique de Transfrigoroute International. Donc le propos de mon discours sera de vous démontrer que le secteur du transport frigorifique s'adapte aux enjeux de notre société et ce depuis de nombreuses années. Donc Transfrigoroute International, c'est une association qui a pour but de représenter la voix du transport frigorifique au niveau des instances internationales. C'est une association qui regroupe plusieurs membres de différents pays. Donc, vous voyez ici la liste des pays, donc les principaux France, Allemagne, Pays-Bas sont les adhérents historiques, rejoint ensuite l'Espagne, la Belgique, l'Italie, la Grèce et la Slovénie, et on espère plus de pays à l'avenir. Et dans cette organisation Transfrigoroute International, il y a un élément qui œuvre, entre guillemets,
le maillon qui travaille dans la chaîne, c'est le comité technique et consultatif, donc le CCT, que j'ai la chance de présider depuis cette année. L'objectif du CCT, c'est de discuter, d'assurer la veille législative et réglementaire, plus de faire également du lobbying auprès des instances réglementaires. Un rôle important également, c'est de préparer l'avis de Transfert International sur chaque proposition d'amendement qui sera faite au niveau de l'ATP. Et bien sûr de participer, puisque nous sommes invités et nous sommes conviés en permanence aux réunions WP11 qui ont lieu à l'UNES. Donc ce comité technique et consultatif, il est composé de représentants d'entreprises du secteur, des fabricants de groupes frigorifiques bien sûr, des carrossiers constructeurs, et puis également des fournisseurs de composants ou d'équipements pour le groupe frigorifique. Le rayonnement de Transfert International, comme son nom l'indique, est international. Il contribue à la fois sur des comités normatifs, que ce soit l'ISO ou l'AFNOR en France en comité miroir. Au niveau des associations internationales, comme l'IRU, qui est l'Association internationale du transport routier, et puis dans les instances réglementaires, que ce soit à la Commission européenne, à l'ONU pour les commissions de transport et le WPA. Donc c'est vraiment un rayonnement international et une position très importante pour représenter la voie du transport frigorifique. Donc ensuite, je voulais vous donner un petit peu quelques éléments de contexte. On le sait tous, notre monde est en train de changer et cela se traduit dans les décisions politiques et se traduit ensuite dans des réglementations qui se traduit ensuite par des actions au quotidien dans nos matériels et l'évolution de nos modes de transport. Donc, en haut de la diapositive, les enjeux principaux, c'est le changement climatique, bien sûr, ça, un enjeu mondial, et puis l'urbanisation de l'autre. Donc, de plus en plus de personnes habitent en ville, et donc la combinaison de ces deux sujets a des impacts. D'abord, l'émergence de l'intérêt pour la qualité de l'air, donc avec des réglementations qui vont en découler, comme l'Euro 6, Euro 7 pour les véhicules, et puis la NRMM qui est un peu moins connue, qui concerne les matériels frigorifiques. Donc la Non-Road Mobile Machinery, excusez-moi pour l'anglicisme. Et puis de l'autre côté, donc les changements climatiques, donc le Green Deal, la Commission européenne a depuis quelques temps maintenant fait part de ses ambitions très importantes concernant l'empreinte carbone. Et donc, de cette ambition découlent plusieurs réglementations, notamment la F-Gaz, qui concerne les fluides frigorigènes avec leur pouvoir de réchauffement climatique, et puis des réglementations qui vont s'appliquer plutôt sur les véhicules, comme le WLTP ou le VECTO, pour les émissions de CO2 des véhicules. Et de l'autre côté, donc l'urbanisation, qui est plutôt des actions locales, des décisions locales, contrairement aux enjeux climatiques qui sont plutôt des décisions de l'Union européenne. L'urbanisation, ça amène des réglementations sur le bruit. Donc, on peut citer le travail de Certibruit, par exemple, qui va apporter des solutions pour le transport. Je salue l'ancien président de Certibruit par la même occasion. Donc, le bruit est un enjeu important pour la distribution en ville, et puis faire face aussi aux réductions de circulation en ville, donc les low emission zones ou les émissions à les zones à faible émission, pardon, qui se mettent en place et qui s'élargissent, puisque récemment la ville de Paris a étendu la zone de faible émission à la couronne parisienne. Donc voilà, ça c'est vraiment des enjeux actuels. On le vit tous au quotidien en ouvrant le journal le matin. Et ça a des impacts forts, notamment le développement des énergies alternatives. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrification, on parle beaucoup d'énergie alternative sur les véhicules, que ce soit du gaz naturel, de l'électrification, de l'hydrogène, etc. Et donc tout ça, ça va avoir un impact sur le transport frigorifique. Donc le transport frigorifique doit s'adapter,
mais il doit s'adapter en respectant les contraintes habituelles. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de place pour installer le matériel frigorifique. Or, quand on voit les nouveaux véhicules, que ce soit au niveau du carrossage ou au niveau de l'emprise de l'empattement par les packs batteries ou les bouteilles de gaz, donc ces énergies alternatives amènent aussi des contraintes supplémentaires. L'autre contrainte, c'est bien évidemment la sécurité pour les opérateurs, pour les chauffeurs, livreurs, mais également pour les opérateurs des véhicules, de la carrosserie, des groupes frigorifiques. Et puis, il faut aussi toujours prendre en compte la viabilité économique, donc la profitabilité du système. Et bien sûr, toujours répondre à la demande numéro 1 d'un système frigorifique, c'est de maintenir la chaîne du froid et donc d'être conforme à la réglementation, en tout cas au traité ATP. Puisque, bon, on le sait tous dans cette salle, mais on le sait d'autant plus maintenant à travers les médias que la chaîne du froid est primordiale pour la survie des sociétés modernes, que ce soit pour le transport de la nourriture ou pour les produits de santé, et notamment les vaccins. Donc voilà un peu le contexte et les contraintes qui pèsent sur le transport frigorifique. Donc aujourd'hui, on peut dire que le transport frigorifique est pris entre deux feux. D'un côté, on a une révolution qui est en train de se passer au niveau des réfrigérants, puisque la F-Gaz est en train d'être révisée et un nouveau phase-down, ou en tout cas des nouvelles contraintes peuvent arriver au sujet de l'usage de certains types de réfrigérants. Et puis, on a une révolution dans le monde du transport avec les énergies alternatives et les nouvelles modes de mobilité qui se mettent en place. Et donc, tout ça s'applique au transport frigorifique qui lui-même doit respecter un enjeu primordial qui est la conformité à l'ATP pour le transport des denrées périssables. Donc, la conclusion de cette diapo, qui sera ma dernière, c'est de dire que la réglementation ATP, le traité d'ATP, doit s'adapter également à ces nouvelles contraintes, ou en tout cas doit prendre en compte ces nouvelles contraintes dans sa réflexion. Donc, quelques exemples. La dernière révision de l'ATP a été inclus, par exemple, un assouplissement sur le drop-in, donc le fait de pouvoir changer de réfrigérant sans forcément repasser tous les tests ATP, etc. Donc ça a été déjà un premier assouplissement, entre guillemets, qui a été approuvé. Et puis, on a deux autres approches qui sont en cours d'étude. C'est une approche modulaire. Par exemple, un groupe frigorifique qui peut être alimenté par différents modes de sources d'énergie devrait pouvoir être homologué sans avoir à passer des tests pour chaque mode, enfin, en tout cas de manière assez souple, pour éviter de multiplier les certifications. Et puis, une autre proposition qui a été portée par Transgrowth International et qui va être proposée à la WP11 du mois d'octobre, c'est d'avoir une autorisation pour des certificats ATP provisoires pour les équipements prototypes. Puisque qui dit enjeu technologique dit recherche et développement, dit il faut tester des machines. Et donc, pour faciliter la mise en œuvre de ces machines, en tout cas pour des périodes de test sur le terrain, on avait besoin d'avoir un assouplissement sur les ATP provisoires pour ces équipements. Donc, voilà quelques exemples. Mais vraiment, le message pour moi aujourd'hui, c'est de dire que notre monde change et l'ATP doit changer avec, tout en conservant son but d'origine, de préserver la chaîne du froid, mais doit s'adapter à la réalité technologique qui va nous entourer très bientôt. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je crois que je laisse la parole à, je ne sais pas qui est là. Merci beaucoup Lionel, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et merci de cet éclairage sur les enjeux du transport sous température dirigée. J'ai bien noté 2 nouvelles propositions pour le prochain WP11. C'est ça. Qui sont en cours de discussion évidemment au sein de la commission technique spécialisée transport. Je vais laisser du coup Thomas maintenant intervenir pour présenter les travaux de la CEF. Merci Olivier.
Oui. Alors l'ATP et la CERT, ça va faire un lien avec ce que disait Lionel, puisque en fait, on a besoin de faire vivre effectivement l'ATP, et pour faire vivre l'ATP, il y a quand même une base technique qui se doit d'être discutée pour être sûr de la pertinence de l'évolution, en tout cas sur le plan technique. On va y revenir un petit peu. Alors, quelques définitions, ça fait du bien. On connaît à peu près tous les termes, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et j'ai un exemple en tête, en ce qui me concerne. Bon, l'ATP, accord relatif lié au transport international de denrées périssables, je ne vais pas lire la définition, ça ne sert à rien. Ce qui est important à connaître, c'est après l'IR, Institut international de réfrigération, qui est un chapeau qui héberge beaucoup de commissions, dont la commission D2. Et la commission D2 a pour vocation d'apporter un éclairage technique sur des sujets bien particuliers, d'aider finalement à la compréhension des phénomènes techniques et de les résoudre par un moyen ou un autre, en tout cas technique. La CERT, elle, appartient à cette sous-commission D2, mais elle est liée spécifiquement aux stations d'essai officielles ATP. Alors, là où j'ai une question, je n'ai pas du tout la réponse, c'est la CERT, d'où est-ce que ça vient? Je n'en sais absolument rien. Je suis désolé, j'ai regardé dans les textes, je ne sais pas donner réponse. Voilà, si vous avez une réponse, donnez-la moi, s'il vous plaît, je serais ravi de pouvoir l'appréhender. Alors après, on a deux instances, il y a l'UNES, que vous connaissez tous, et surtout le WP11, qui est un groupe de travail qui est hébergé par l'UNES et qui traite spécifiquement de l'ATP. Voilà. Donc là, on est en train de boucler un petit peu tout le processus, mais pas nécessairement, on y rentre un peu plus dedans. Alors la CERT, qui y siège, forcément les stations officielles ATP, les stations officielles ATP peuvent y siéger, mais pas que, il y a aussi des représentants du WP11, forcément ils doivent entendre ce qui se passe au niveau de la CERT. Il y a des membres de l'IR, parce que bon, finalement ils intègrent la CERT, et il y a aussi d'autres institutions comme Transfigoroute International, qui a son mot à dire, puisqu'ils apportent justement des idées qui sont en gestation ou qui doivent venir sur le devant de la scène à un moment donné. Voilà. Alors, quand est-ce que se tient la CERT? C'est tous les ans. En tout cas, maintenant, c'est tous les ans. C'est une grande réunion qui se tient maintenant plus sur un jour, puisque avec le Covid, on a réussi à compresser un tout petit peu les échanges quand on est à les vidéoconférences. Et les années précédentes, donc il y a 2 ans, ça se tenait sur 2 jours. Pourquoi il y a 2 fois? OK. Alors, sans trop rentrer dans le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que les stations d'essai viennent avec des sujets techniques. Ces sujets-là sont débattus en séance. On évalue ces sujets. Alors, soit sur le plan de la pertinence technique pure, sans arrière-pensée autre que améliorer la connaissance de toutes les stations d'essai, soit en disant, voilà, c'est un papier qui est présenté par une station d'essai officielle, et ce papier-là, est-ce qu'il pourrait être supporté par la commission CERT au prochain WP11, sur le plan technique? Donc ici sont listées les propositions qui ont été, pas forcément débattues, mais en tout cas soumises au WP11. Au cours de l'année 2015 à 2017. Alors, on voit que la station d'essai officielle française qui est représentée donc au niveau de la CERT a présenté en 2015 2 papiers sur 7 qui ont été présentés au WP11. En 2016, 1 sur 6 et en 2017, 3 sur 10. Il y a une petite coquille qui arrive après, ce n'est pas de 2015 à 2017, mais de 2018 à 2020. On a le même exercice. On voit que la station d'essai officielle française a présenté 5 sur 12 à peu près en moyenne sur 2018, 2019 et 2020. Alors, ce tableau-là, il est intéressant dans la mesure où on voit la position technique de la CERT par rapport à un sujet, puis l'adoption ou pas de ce sujet par le WP11. Attention, les stations d'essai officielles ne sont pas celles qui présentent réellement les papiers, c'est l'autorité compétente qui présente les papiers au niveau du WP11. Donc, il y a peut-être un jeu de réécriture derrière, mais très minime sur le plan technique en tout cas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des fois, ce qui bloque au niveau du WP11, c'est peut-être des contraintes autres que techniques. Donc, le sujet, une fois qu'il a été abordé au niveau de la CERT, qu'il a été validé au niveau de la CERT, il est rare d'y revenir. Au niveau de la CERT, ça n'aura pas de sens, sauf s'il y a un nouvel éclairage technique à apporter en fonction des retours qu'on en a. Alors, justement.
Au niveau de la CERT, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la CERT fait? C'est de promouvoir des technologies, des nouvelles méthodes d'essai, de pouvoir intégrer des évolutions qui sont nécessaires eu égard à l'évolution du marché au niveau de l'évolution technologique. Lionel en a parlé juste avant avec un exemple sur l'approche modulaire qui est en cours de discussion, qui est un gros sujet. Il y a aussi forcément la sensibilisation, le partage de la connaissance au sein des stations d'essai officielles, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que toutes les stations d'essai officielles n'ont pas le même niveau en termes d'essais, la même quantité d'essais, notamment sur le plan des essais des groupes frigorifiques. C'est important de faire circuler l'information pour que tout le monde sache de quoi on parle des évolutions de data. Et ce qu'on est en train de tester au niveau de la CERT, c'est un peu une petite modification qui pourra avoir un gros impact. C'est d'une part améliorer les échanges entre stations d'essai. Aujourd'hui, il y a une réunion par an, une réunion formelle, certes, mais peut-être pas suffisante, dans le sens où la maturation de la compréhension des sujets techniques doit avoir lieu sur un long terme avec plusieurs petites réunions. Donc, l'idée, c'est de constituer des petits groupes de travail sur des sujets sur lesquels les stations d'essai sont intéressées tout au long de l'année. Et après, travailler de façon un peu plus collaborative avec le WP11, dans le sens où le WP11 essaye de faire remonter ou d'avoir un avis technique de la CERT vis-à-vis des questions qui sont techniques. Et une année plus tard, la CERT peut revenir avec un avis de façon collégiale sur une position technique telle que le souhaitait le WP11. Voilà. Ça fonctionne de cette façon, la CERT, à peu près dans les grandes lignes. Donc, si vous avez la réponse sur la dénomination, l'acronyme de la CERT, même s'il y a un acronyme, n'hésitez pas, j'en aurai besoin. Merci beaucoup. La définition de la CERT. Merci Thomas. Bon. Donc on repart avec une énigme. On va chercher. Hein. Bon. Très bien. Du coup, ce que je propose, c'est que maintenant on fasse peut-être, on a quelques minutes d'avance, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais rappeler quand même que vous pouvez cliquer sur le bouton QR pour adresser des questions aux intervenants. Je propose maintenant qu'on donne la parole à Kiss. Ah. Un petit souci technique. Ah, problème de synchronisation. Ah, c'est le câble. Kiss, I can see you. Yes, good morning. Good morning. I can see you, but not all of the participants. So this is a bit strange. Well, I try to start in French by saying bonjour à tous. Well, you see, my name is Kees Putter. I'm the new chairman of the WP11 meeting at the UNECE. I'm sorry, I speak little French, so I hope you don't blame me that I speak in English for you and that it's understandable. I will translate if necessary. Donc, Kiss de Putter est le président du WP11. Donc, si vous avez des questions spécifiques pour le WP11, vous pouvez lui adresser. On a un petit souci d'affichage des slides de Kiss. Okay, this is my name and my function in the Netherlands with my company where I work for. It's the RDW. The RDW deals with vehicle registration and approval of vehicles, but also with the approval of ATP vehicles. And in this way, I'm involved at the UNECE, and I'm elected chairman in the last session. Good. Next slide, please. Next slide. Just wait 1 minute because we have a technical issue at the moment, and we just need to check that your slides are on the screen. Okay. So is it okay now, Kees? Yes, just the next slide was because I received a request from
from you that SEMAFOA was in existence for 20 years, and this was an anniversary year. So first of all, my congratulations to all of you at SEMAFOA for these 20 years. That's the start point. I deal with the ATP agreement, which is in DOP 11. I think VP 11 in French. Well, the first slide is a small explanation, but by now, I think with all the presentations, you know what ATP stands for. Could you just wait? I'm going to translate. Donc là, Keith nous a rappelé ce que signifiait ATP, donc d'accord, sur le transport international des denrées périssables, et il a rappelé que en principe, l'ATP s'appliquait au transport international, mais qu'en France, il était également applicable sur le territoire national, et qu'au départ, l'ATP était prévu pour les transports de longue distance, mais que du coup, il y a un certain nombre de contraintes qui n'ont pas été prévues dans l'ATP, notamment le transport pour la distribution avec les ouvertures de portes et les récupérations d'emballage. Okay, I need to see my slide now. Actually, what my slide said in the next point is that the ATP is intended for international transport, which is for long duration, but that in France, it is also applied nationally for distribution transport. And this is what you could also see in the presentation this morning from the exposition that was taking place, that a lot of small vehicles for distribution transport are there. Okay. So this is... I will wait a little bit. Please tell me when I can continue. Yes, of course. Just wait 1 minute, because we have a technical issue. Okay. Computer. Can you see it? Yes, I can see it. Okay, and we have to fix the slide where you were. I think it was the previous slide. This one? Yeah. Before, yes, that one. Yes. Oh, okay, perfect. Okay. Well, I stopped at saying. Sorry for that. Okay, you need to translate first. That's done, already done. Oh, that's done. Okay. Well, in France, it's for national transport, like I said, and you see this in the examples which are the exposition these days, that it's a lot of small vehicles. But this also means that ATP is not really tailored for distribution transport, so such as opening of doors, which can demand a lot of energy, or taking on packaging material, which is at supermarkets, which is warm and coming in. So I see you have added the translation. That's very good. Okay. Only for this one. Okay. Okay, next slide then. Well, looking from outside at SEMAFOA, I think it's a lot of experience in the cold chain and conditioned transport. There's also a very informative website, although I cannot read the French that well, and receive mailings to keep me up to date. I have seen the new test facility at Fresnes some years ago, which is quite modern and new. And also, of course, SEMAFOA is always present at the WP11 meetings and the CERTA meeting, etc. So there's a strong contribution in the meeting from SEMAFOA, which is a good thing. But then there's also some other things, and this is why I said, but sometimes a strong mind, because it's sometimes difficult to have all noses of all the contracting parties in
one direction. And I understand that if you are in France and you are dealing with problems and you find a solution, that it may be difficult to change. So that is one of the points. Sometimes it's difficult to change a habit which is existing for many years. Okay, but that was a small remark from my side. Thank you for the remark. Just in a few words. Donc, Sémafroid, Keith a souligné l'expérience de Sémafroid dans le domaine du transport sous température dirigée et la chaîne du froid. Il a trouvé qu'on avait un site, donc le site autorité compétente, sur lequel on retrouvait des informations pertinentes et puis des mailings réguliers. Il connaît nos installations et donc, elles sont modernes. Il souligne la contribution intensive au WP11 et dans les forums techniques. Il note, si on est totalement honnête, qu'on a chez Sémafroid une façon de pousser peut-être les sujets qui nous est propre avec une certaine pugnacité. That was a difficult one to translate. Next slide then. Okay. Okay. Well, talking about ATP for the coming years, we will have to deal with some improvements in the regulation. All has to do with technical developments and the energy transition. It's also from Lionel in the presentation that he shows that there is something happening on the gases for the refrigerants and the production of foams. But also the drive systems will be changing, and this will be one of the technical issues we have to deal with in the near future. But also small boxes, for instance, we have to decide if it's in ATP or out ATP or how to deal with this. And this is more, I think, a political one than a technical one. You can translate and... Thank you. Keith, on rappelle, fait la transition avec ce que disait Lionel Pourcheresse tout à l'heure, c'est que l'ATP doit évoluer dans les prochaines années pour s'aligner avec les évolutions technologiques et tous les enjeux de transition des sources d'énergie. Évidemment, on passe du fuel au gaz et à l'électricité. Maintenant, pour les groupes frigorifiques, il souligne que l'expérience et les connaissances du Sémafroid sont appréciées dans le domaine, qu'il doit y avoir plus d'informations, de groupes de travail informels entre les sessions du WP11 qui se réunissent 3 fois tous les 2 ans. Donc, entre deux, il appuie la nécessité de se réunir plus souvent pour pouvoir préparer au mieux les propositions d'amendement. Et puis, bon, je souligne encore que Sémafroid est le bienvenu dans ces groupes de travail. Did you translate the whole slide up so far? Yeah. Oh, very good. Very good. Okay. Well, that's for me, for the words. I thank you for the attention. And if you have questions, I will try to answer them. The joke is always, I'm an engineer, I know nothing, but I know where to find it. So if you have questions, but then only in English, unfortunately. Thank you very much. Thank you, Keith. Pierre-Louis? Yes, I have one question. You mentioned that the ATP should evolve for the distribution and things like that. Is there any plan, or have you already a commission working on the subject? Well, the whole thing is that the ATP is written in such a way, it's an agreement between contracting parties that when it's only applicable when transport starts in country A and ends in country B.
So that makes including distribution transport more difficult. That being said, the trend seems to be that the transport distances are getting lower, and also that supermarket chains are operating in more than one country. So there may be some argument of including something, but at this moment there is no real discussion. On the other hand, if you talk about multi-temperature equipment, you may see this as more suitable for distribution transport and long distance transport. So in this way, it is something in, but it's not going to really be named like distribution transport. It will be international transport. That's the nature of the agreement. Rapidement, je vais traduire. Question de Pierre-Louis. Est-ce qu'il y a un groupe de travail ou un travail qui est lancé sur l'évolution de l'ATP, sur la prise en compte du transport de distribution? Et Kees de Butter a précisé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de commission sur le sujet, mais qu'il y avait matière à discuter parce que, à la fois entre les pays, il y avait différentes. L'ATP est d'abord, en fait, un accord international donc, concerne le transport international, franchissement de frontières, et puis et pas appliqué sur le territoire national par tous les pays membres, mais seulement par quelques-uns, et que du coup, il est d'abord en ligne avec le transport longue distance. Ensuite, peut-être que les habitudes de transport qui se sont mises en place dans les différents pays sont différentes. En particulier en France, c'est vrai que le circuit de distribution, le circuit court est très développé, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et puis, mais d'un autre côté, il note de plus en plus d'engins multitempératures, donc prévus pour pouvoir distribuer des denrées périssables à différentes températures et donc plus adaptés au circuit court. Donc, je pense qu'il y a de la matière à discuter ou à lancer le sujet. Any other questions? D'autres questions? Well, thank you, Kees. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Really appreciate. Eh bien, je vais laisser maintenant la parole à Mathieu Mourer. Pour boucler la boucle, c'est bien beau de décider de nouvelles dispositions réglementaires, mais si on ne vérifie pas leur application, comme dirait Guy Thomas, ça a un effet limité. Bien, bonjour à tous. Je me présente, Mathieu Mourer, je suis chef de bureau à la Direction générale de l'alimentation. Et en particulier au sein de la sous-direction en charge de la sécurité sanitaire des aliments. Et donc, historiquement, c'est ce bureau qui a initié le transfert progressif du contrôle des engins frigorifiques aux acteurs privés que sont les centres de test et le CMA3. Et donc, depuis 5 ans, c'est moi qui ai l'honneur de participer à la commission technique spécialisée. Alors, pour rebondir sur le propos précédent, effectivement, la France a fait le choix d'étendre le champ d'application de l'accord ATP à l'ensemble des transports sur le territoire national, au-delà quand même d'une certaine distance, hein, grosso modo c'est 1 heure de route. C'est un choix qui est clairement une contrainte, qui pose également des questions parce que nous avons une vision des enjeux de l'accord ATP qui peut être différente des autres pays, mais qui aujourd'hui n'est pas remise en cause. Hein, vous savez, nous avons modifié le cadre réglementaire qui s'appliquait au centre de test des engins en service.
il n'a pas été jugé opportun de modifier ce principe-là qui découle en fait d'un décret en Conseil d'État. Voilà, alors ça c'était juste pour faire le lien avec l'intervention précédente. Donc le sujet qui m'est demandé de traiter, c'est les contrôles des engins de transport de denrées périssables. Et j'ai bien compris la question de Guy Thomas, qui est de savoir si la promesse qui a été formulée en 2003 avait été tenue. Cher Guy Thomas, je suis au regret de vous dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de répondre à votre question. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et je vais aussi essayer de vous expliquer pourquoi il vaut mieux ne pas avoir affaire à nous, parce que les choses en général sont plus compliquées et que les amendes sont plus lourdes quand vous passez par nous. Donc, c'est un état de fait qui fait que de nombreux contrôles ne sont pas comptabilisés dans les chiffres que je vais vous présenter. J'essaie de vous expliquer pourquoi. Alors, les chiffres que je vous propose ici sont des chiffres qui correspondent aux inspections que font les DDPP et les DDETSPP sur le terrain dans le cadre des procédures d'inspection que nous décrivons et que nous rentrons dans notre logiciel, qui n'est pas du tout fait pour les inspections de transport, qui est fait pour les contrôles que nous qualifions de contrôle officiel, c'est-à-dire le contrôle des établissements du secteur agroalimentaire, pour lesquels nous contrôlons tout le plan de maîtrise sanitaire. Là, je pense que les entreprises de l'entreposage comprendront plus mon discours que les transporteurs au sens propre. En clair, de nombreux contrôles auxquels nous participons ne rentrent pas dans ces chiffres-là parce qu'ils sont faits dans le cadre d'opérations coordonnées que nous qualifions dans le jargon d'opérations CODAF, c'est-à-dire d'opérations bord de route avec la police ou la gendarmerie. Ces opérations-là ne sont pas des contrôles officiels. Ces opérations sont des contrôles qui sont ordonnés par le parquet, c'est-à-dire c'est des opérations de recherche d'infraction qui relèvent du code de procédure pénale, qui ne rentrent pas là-dedans, et pour lesquelles l'essentiel des suites sont des contraventions qui, par simplicité, ne font pas l'objet forcément de rapports formels de la part de nos services, et au contraire, peuvent faire l'objet, lorsque des infractions sont relevées, d'infractions par les carnets à souche classiques des forces de l'ordre, que les forces de l'ordre ont lors des contrôles bordeaux. Et donc, tous ces contrôles-là ne rentrent pas dans notre base de données parce qu'ils ne sont pas saisis. C'est les contrôles, les valeurs que vous voyez ici, ce sont ça dénombre uniquement les contrôles qui font l'objet, les contrôles administratifs qui font l'objet de rapports formels avec des suites éventuelles, avertissements, mise en demeure, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas la comptabilisation des opérations qui se font bord de route. Et donc, je suis incapable de vous dire quel est le niveau de contrôle exact qui sont réalisés. Donc, ici, on voit quand même que dans ce que nous appelons les inspections complètes qui sont faites par les collègues des PP, il y a plusieurs centaines de contrôles qui sont faits dans les départements, et c'est ce que j'écris en dessous, ces contrôles peuvent concerner des engins bord de route, mais de manière très rare dans ces chiffres-là, parce que les contrôles bord de route ne font pas l'objet de contrôles formels, donc ne sont pas saisis dans cette base de données. En revanche, là, on va être beaucoup plus sur des contrôles d'engins à quai en marge de contrôle d'autres établissements. Et en ça, le volet de transport, c'est-à-dire le fait de s'intéresser au camion qui est à quai, c'est un axe optionnel au sein de notre service. Alors,
Dans le cadre de ces contrôles officiels, il y a effectivement des mises en demeure qui peuvent porter sur l'axe transport ou des procès-verbaux. Vous voyez, les chiffres, évidemment, ne sont pas significatifs à l'échelle nationale. Alors, pour illustrer, là, les deux volets qui caractérisent systématiquement nos contrôles, qu'ils soient à bord de route, qu'ils soient dans les établissements alimentaires, d'entreposage, etc. Nous intervenons sur les deux volets, c'est-à-dire les deux volets que sont le respect des règles d'hygiène. Vous voyez à gauche quelques exemples de ce qu'on peut même constater dans le transport frigorifique. En bas à gauche, vous avez une mesure de température, donc à cœur de poisson. Alors, vous ne le voyez pas là sur la photo. Sur l'écran du thermomètre, il est écrit 8,6 degrés. Bon, pour mémoire, la réglementation dit que c'est la température de la glace fondante, donc entre 0 et 2. Et à droite, donc, vous voyez le volet de contrôle en lien avec la réglementation ATP. Alors, vous verrez donc différents types de marquages. Hein. Donc là, on est sur un engin espagnol. Le Frax 11-2017, c'est un engin immatriculé en France, mais avec des marquages un peu personnels. Hein, donc, voilà. J'en reparlerai tout à l'heure. Et vous voyez en bas parfois l'état dans lequel on peut trouver les engins frigorifiques qu'on contrôle. Donc évidemment, tous ces constats font l'objet de procédures pénales. Alors, comme on est justement sur les contrôles de transport, les sanctions pénales ont plus de sens que les sanctions administratives, et je voudrais justement faire un petit point dessus. Donc, la flèche bleue illustre évidemment l'échelle des sanctions. Hein. Donc, on commence en bas par les contraventions de 4e classe, qui correspondent à une amende maximale de 750 € pour une personne physique. Le montant est multiplié par 5 pour une personne morale, une entreprise. Là, ensuite, on a les contraventions de 5e classe, donc 1 500 €, qui peut être multiplié également par 5. Et en rouge, vous avez les délits. Donc là, on est sur la possibilité le fait de risquer une peine de prison ferme et une amende qui dépasse largement les 10 000 €. Alors, donc, concernant les contraventions, la différence entre les contraventions de 4e et de 5e classe sont justement liées au fait que pour les contraventions de 4e classe, l'infraction porte uniquement sur les documents administratifs. C'est-à-dire l'attestation est dépassée, le marquage est absent. On bascule dans la contravention de 5e classe à partir du moment où l'infraction va avoir des conséquences sur la qualité sanitaire de la denrée. Où là, on a un vrai impact sur la santé publique. Donc, dès lors que le défaut de l'engin va avoir des conséquences en particulier sur les températures, c'est une variable qui est très facile à constater dans les circonstances, y compris dans les contrôles bord de route, on va basculer immédiatement en contravention de 5e classe. Le délit, là, c'est la réponse pénale à des infractions qui sont clairement volontaires, pour lesquelles le caractère volontaire de l'infraction ne fait pas de doute. Et on en a deux. La première, c'est la mise sur le marché de denrées qui sont consignées. Les transporteurs savent que la consignation, c'est la décision provisoire qui est prise par les collègues de DDPP pour mettre de côté des denrées le temps de vérifier qu'elles sont effectivement propres à la consommation humaine, ou au contraire, s'il y a un doute sur leur aptitude à la consommation humaine, les retirer du marché et les déclasser, par exemple, en produits animaux. Donc, c'est une décision temporaire, mais pendant la durée de cette décision temporaire, les marchandises ne peuvent pas poursuivre leur trajet
sauf à ce que le trajet soit encadré par une décision, alors je vais appeler un VO, c'est un vétérinaire officiel, c'est-à-dire que c'est un fonctionnaire qui vous signe une autorisation de déplacer les marchandises. Là, c'est très très clair. Le fait de déroger à cette obligation d'encadrement du transport à partir du moment où la décision de consigne est prise, c'est une infraction très grave, donc c'est un délit. L'autre infraction très grave qu'il faut garder en tête, c'est la falsification d'écriture publique. Dans la gestion et dans la délivrance des attestations de conformité, le Sémafran a fait beaucoup pour que le système soit le plus fluide possible. Néanmoins, il faut garder en tête que l'attestation d'une part et les marquages d'autre part sont en fait des sceaux de l'État. Ce sont des documents officiels, c'est des sceaux de l'État, au même titre que la carte grise du véhicule ou la plaque d'immatriculation. Et donc, la falsification de ces marques, c'est un délit qui est puni de manière très sévère. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de souplesses pour que chacun puisse imprimer les marquages, etc. Il faut quand même garder à l'esprit que ça reste des marques officielles de l'État. Voilà, donc là, on a beaucoup parlé de contrôle bord de route, donc des contrôles des engins en service. Je voulais juste revenir sur une action qui avait été demandée au Sémafroid depuis plusieurs années et qui visait à organiser des contrôles aléatoires des engins neufs. Donc, vous savez que pour les engins neufs, le principe des constructeurs habilités, c'est de faire tester des prototypes, de construire après les engins sous forme de série de production en lien avec un prototype et de faire certifier le processus de fabrication en série dans le cadre des audits d'habilitation. Et donc, l'idée de ces plans de contrôle était de vérifier que les engins qui sortent produits en série avec néanmoins une certaine marge de tolérance pour personnaliser les engins aux demandes des clients, sortent conformes aux valeurs de l'ATP. Donc, chaque année, nous avons testé une dizaine de véhicules. Une année, c'était les semi-remorques, une année, c'était les camions porteurs, etc. Et en demandant aux clients donc, une petite gêne, puisqu'il fallait faire repasser les engins concernés en tunnel, ici à Fresnes. Et donc, ces contrôles ont montré qu'il y a quand même certains engins qui, à force d'être personnalisés et adaptés aux demandes des clients, finissaient par ne plus être conformes à l'ATP. Et donc, ça a quand même été un moyen d'alerter les constructeurs sur ce risque à un moment de dépasser la valeur. Alors, en l'occurrence, c'était des engins à isothermie renforcés, donc la valeur de 0,40, le coefficient 4. Donc, effectivement, en cherchant, on a trouvé quelques engins qui dépassaient ces valeurs-là. Mais je pense que ça a été aussi l'occasion, après, sur la base de ces résultats, d'avoir un échange entre les auditeurs de Sémafroid et les constructeurs pour essayer de comprendre d'où venaient ces dépassements et d'essayer de les corriger. Voilà. J'en ai fini pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on a une idée du nombre de contrôles de police, justement, pour le plus grand groupe? Je pense que la police a ces statistiques. La difficulté de les récupérer. Est-ce qu'il y a des objectifs ou des seuils qui sont jugés acceptables quand on voit les contrôles? Je voyais 29 sur 524 avec des mises en demeure ou des PV, c'est à peu près 5%. Sur le contrôle, là, c'était 85%. Est-ce que le gouvernement se fixe une limite, on va dire un objectif de ce qui est acceptable ou tout est améliorable, hein, on est d'accord, mais je pense qu'il y a quand même un niveau d'acceptabilité qui est peut-être…
Dans le cadre des contrôles administratifs, c'est difficile de fixer un seuil d'acceptabilité parce que c'est des contrôles qui sont liés aux inspections des établissements, qui prennent en compte beaucoup de paramètres. Alors, on a évidemment nous-mêmes des statistiques à l'issue des inspections. Les établissements et les entreprises de transport font l'objet d'une évaluation globale. On sait que, grosso modo, on a entre 15 et 20% des établissements qui sont, auxquels on donne une note de C, et donc qui font l'objet d'une mise en demeure. Les établissements les plus inquiétants qui font l'objet d'une notation en D, donc là avec des suspensions d'agrément, etc., c'est moins de 5%, mais ça existe réellement. Après, on peut décliner ces statistiques par département, et de dire qu'on a un objectif d'acceptation de ces pourcentages de notation. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. On est beaucoup plus dans l'idée de pousser, c'est le principe, c'est la différence fondamentale entre les contrôles administratifs et les procédures pénales. C'est-à-dire que le contrôle administratif, il vise à faire l'état des constats et après à donner la possibilité à l'exploitant de se corriger. C'est le principe de la mise en demeure. La mise en demeure, c'est un peu... c'est sûr que ce n'est pas très agréable, mais ça vise quand même à permettre à l'exploitant de corriger les non-conformités qui sont identifiées dans un délai de quelques semaines ou quelques mois. Vous comprenez bien que par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'état des joints du camion, une mise en demeure administrative, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que l'essentiel des contrôles bord de route, ce sont des contrôles de police pénale. Ça donne lieu à la fin à un petit carton signé de l'agent de police ou de gendarmerie. C'est une réponse qui est beaucoup plus adaptée que de commencer à faire une mise en demeure administrative. C'est pour ça qu'il y a vraiment une distinction entre les deux, et les chiffres que je peux vous fournir, c'est essentiellement des chiffres de contrôle administratif. Donc, non, pour répondre à votre question, on sait quelle est la proportion entre nos établissements A, B, C et D. On sait que ces proportions sont variables selon les filières, sont variables selon la taille des entreprises, etc. Donc, on a évidemment des repères. Ça veut dire qu'il y a des seuils officiels d'activité. Vous avez parlé des contrôles là, des établissements, ça fait un tout. Vous pouvez contrôler lesquels, les camions. Vous avez parlé des camions, des vues. Qu'en est-il de tous les petits contenants qui aujourd'hui circulent isolés? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits dessus ou pas? Les petits conteneurs, il peut occasionnellement y en avoir lorsqu'on fait des contrôles en restauration collective et qu'on a des conteneurs de liaison chaude, mais en général, c'est des conteneurs qui sont pas forcément, qui relèvent pas forcément de l'ATP. Parce que le principe du conteneur, en fait, si vous regardez la manière dont l'accord ATP est étendu en France au transport national, il est étendu, il y a deux dérogations à l'extension de l'accord ATP. Le premier, c'est la distance, c'est-à-dire un camion qui fait sur un trajet de moins de 80 km sans rupture de charge n'est pas tenu d'être conforme à l'ATP. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'engins qui ne sont pas tenus de l'être, et en particulier les conteneurs qui sont utilisés pour la liaison chaude entre une cuisine centrale et un restaurant satellite. Par définition, il n'a pas vocation à être ouvert, parce que c'est des conteneurs individuels par destination. Donc, chaque conteneur reste fermé jusqu'à la livraison, et donc, par définition, il passe en dessous du radar. Donc, ça, c'est dans nos contrôles administratifs, ce sont les engins de transport, les conteneurs de transport que nous rencontrons le plus souvent, mais qui ne relèvent pas de la TP. Les conteneurs liaison froide, parce qu'aujourd'hui, il y a des transports qui se font sur des liaisons froides supérieures à 1 heure, ou même inférieures à 1 heure, mais avec beaucoup d'ouverture de porte. Après, lorsque
lorsqu'on est dans le champ de... vous connaissez les camionnettes de livraison, ou même les camions de livraison urbaine. Tout ça, c'est des engins. À partir du moment où il y a des ouvertures de portes fréquentes, c'est des engins qui relèvent de la TV. Mais là, le contrôle est facile, enfin, il rentre dans ces chiffres-là. Alors, il n'y a pas forcément toujours un axe complet. L'inspecteur ne va pas faire un rapport exprès parce qu'il a contrôlé un conteneur ou la camionnette de l'artisan. C'est pour ça que les chiffres que je vous donne sont largement minorés par rapport. S'il y a d'autres questions, on prend la dernière. On arrive au terme de l'atelier. Merci Mathieu. Merci Mathieu, et puis merci donc à tous les intervenants qui ont répondu tout de suite présents. Je les ai sollicités. Je pense qu'on a essayé de faire témoigner l'ensemble des acteurs de la prise de décision dans le domaine du transport sous température dirigée. Voilà, je termine comme ça l'atelier en vous remerciant tous.